Voilà, Voilà, donc en effet, Christine, j'ai intégré le groupe HBF il y a une petite année, avec un focus particulier sur ce projet qui est un vrai projet d'entreprise en fait, hein, qui tient un cœur au groupe HBF, qui concerne effectivement le maintien à domicile, mais que l'on aborde vraiment sous l'angle de la prévention et sous l'angle de la famille en fait. Voilà. Ensuite, donc, nous avons Thibaut Guérard, qui est le responsable Midi-Pyrénées de la société donc, Présence Verte, qui est téléassisteur, voilà, qui est le leader de la téléassistance en France. Voilà, des solutions de téléassistance sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, je suis dans le cadre d'une représentation au niveau national, voilà, dans cette table ronde. D'accord. Voilà. Et enfin, Hubert Tissot, donc, qui est le directeur du Lab des Senioriales. Oui, tout à fait. Et donc, Senioriales, ce sont des résidences pour seniors autonomes. On en a plus de 90 sur la France pour 6000 résidents. D'accord. Bon, bah c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, ma première question qui va s'adresser à tous les trois, c'est quelle est votre vision aujourd'hui de la maturité du digital chez les seniors ? Parce que on a eu un gros impact là qui était voilà, la crise sanitaire, qui a bousculé un peu les codes, pardon. Et quelle est un peu votre vision, vous, par rapport au métier et ce que vous vivez au quotidien par rapport à la maturité du digital chez les seniors et leurs usages aujourd'hui ? Moi, je vais un petit peu plus rétro-pédaler parce que c'est vrai que j'ai un passé de start-upeuse et j'ai vécu en fait l'avènement des objets connectés, de l'IoT d'une manière globale en fait. Et c'est vrai que c'est allé très très vite. En l'espace de 10 ans, les objets connectés sont arrivés dans les maisons, dans les appartements. On a tous voilà, appris à les utiliser. Les applications mobiles se sont multipliées. Puis ensuite, il y a eu en fait un nouvel événement qui s'est passé qui a multiplié en fait les possibilités d'usage et d'interagir avec les objets connectés que sont les assistants vocaux. Donc là aussi, ça permet de démocratiser l'usage des objets connectés pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés. Et puis c'est vrai que voilà, je vais laisser mes collègues en fait de table ronde poursuivre, mais c'est une évidence que effectivement la crise du Covid et la pandémie a accéléré les choses, en tout cas a accéléré l'acceptation des nouvelles technologies et l'usage du numérique pour les seniors. Alors, moi, j'ai une vision différente, plus senior. Donc, en fait, on est à la frontière de deux populations. Une population avant ou juste après-guerre, donc, où en fait, c'est des personnes qui n'ont pas connu l'informatique dans leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, effectivement, on est à la frontière de deux populations qui n'est pas du tout numérique et de par la force des choses, et une population qui arrive, qui a commencé à avoir affaire au numérique dans leur cadre de travail. Et puis aujourd'hui, effectivement, on est vraiment à la frontière entre deux populations très distinctes, ce qui nous pose quand même des problèmes pour déployer des solutions innovantes qui sont souvent basées sur le numérique. Oui, tout à fait. Je vais revenir après sur la particularité d'avoir plusieurs cibles seniors à la fois, parce que c'est compliqué de les adresser tous de la même façon. Qui vient d'être dit. On est à cette transition qui n'est pas simple pour nous. Nous, à Présence Verte en téléassistance, on a une moyenne d'âge dans les abonnés, ils ont environ 86 ans, 87 ans. Donc, quand ils sont abonnés au service, ces personnes-là, de 85, 86 ans, la technologie, ça leur fait peur. Donc, cette frontière numérique n'est pas simple à passer. Effectivement, la population qui va arriver dans 5-10 ans aura déjà eu des smartphones dans les mains, etc. Aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à amener de la technologie chez nos seniors sans qu'ils s'en aperçoivent, sans qu'ils soient perturbés, puisque nous, on essaie de les rassurer, c'est notre métier, de sécuriser nos abonnés. Donc, le but, c'est d'arriver à amener de la technologie sans pour autant qu'ils s'en aperçoivent et que ça leur rende service et que ça les sécurise un peu plus. Voilà. Est-ce que tu disais justement aussi avant, il y a aussi tout ce qui est aidants pro et familiaux. Et là aussi, on est confronté à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique et qui peuvent avoir des difficultés à utiliser des appareils qui sont liés justement à ce système-là, quoi. Et justement, par rapport à ça, parce qu'on y est dessus, ça fait partie des questions, comment vous arrivez aujourd'hui dans votre offre à bien cibler la communication que vous allez faire auprès des aidants familiaux, qui eux, forcément, sont digitales par nature, et l'acceptation du digital chez les seniors. Est-ce que vous avez des communications ciblées aidants et seniors, ou vous passez par les aidants pour faire accepter aux seniors? C'est quoi votre politique de communication? C'est un petit peu ça, oui. On se sert effectivement de la famille pour convaincre en fait les plus âgés, même si en fait Authiocare cible toutefois en fait plutôt des seniors encore autonomes, un petit peu comme vous le faites au sein des
seigneuriale. Donc la rupture, en tout cas, est un petit peu plus faible. Et puis ensuite, en fait, la solution que nous proposons, justement, nous avons exclu finalement en fait, que la personne âgée, en tout cas la personne aidée, ait à manipuler en fait, quelque objet que ce soit. On est simplement avec un dispositif passif au sein du domicile. Et c'est vraiment le groupe aidant familial qui va prendre en main tout simplement une application mobile et qui, pour le coup, est un petit peu plus, technophile. D'accord. Et par rapport à ça, les aidants, est-ce que vous avez une idée derrière des âges que vous ciblez sur votre population cible ou c'est Vraiment sur une population plutôt d'une cinquantaine d'années, de 50 à 65 ans. Et puis ensuite, en fait, effectivement, les personnes qu'on équiperait, mais auraient plutôt plus de 65 ans et jusqu'à 80 ans au maximum. Voilà. D'accord. Oui, donc pour rebondir sur ça, on peut faire le lien avec une expérimentation qu'on a menée du coup sur notre domaine de la téléassistance, sur une expérimentation avec le département du Tarn en 2016, sur lequel on avait été sollicité par le département pour essayer de trouver des solutions numériques qui pouvaient répondre à plusieurs interrogations du département. Et il y avait de rompre l'isolement, c'était une des premières choses avec les outils numériques. Il y avait une notion de prévention de chute et une notion de coordination des aidants pros et aidants familiaux autour de la personne. Donc on a développé une application mobile qui peut répondre à cela et d'amener, comme elle le disait tout à l'heure, des systèmes technologiques par contre au domicile qui sont passifs. Je donne un exemple, dans ce pack domotique qu'on a déployé sur le département du Tarn, on reliait au transmetteur un cadre numérique pour que les aidants pros et les aidants familiaux puissent envoyer des messages, des photos, faire de la convivialité. Au début, dans l'expérimentation avec le fournisseur, on s'était dit, tiens, peut-être ça serait intéressant d'avoir une tablette tactile. Et en fait, c'était fausse route parce que justement, l'interaction avec ces outils-là aujourd'hui pour nos populations qui sont abonnées, c'était trop compliqué. Donc on en est rendu à un cadre numérique passif sur lequel l'information vient défiler. Ouais. Et ça suffit. Voilà, donc c'est cette difficulté-là qu'on a, et comme on disait tout à l'heure, cette rupture sur cette technologie, et même les aidants, on a des parents qui ont 86, 90 ans, c'est-à-dire que l'aidant, il a peut-être 70, 75, il faut qu'il prenne en main l'application, donc il faut organiser tout ça. C'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de l'UX design, au niveau de l'ergonomie, en fait, des applications mobiles, au niveau de l'ergonomie des produits d'une manière globale pour que l'interaction se fasse extrêmement de manière fluide, en fait. Voilà. Et c'est compliqué par rapport à ce test-là. Est-ce que du coup la conclusion c'était que c'était trop tôt, 2016, c'était quoi les conclusions tirées du test? Les conclusions, c'était de dire dans les outils proposés numériques directement à l'abonné, il y avait un balisage lumineux, des outils domotiques connectés au transmetteur de téléassistance, donc au service de téléassistance classique. Ça fonctionnait assez bien. La coordination avec les aidants familiaux, c'est-à-dire j'envoie un message, une photo, ou j'envoie un petit message à maman pour y rappeler son rendez-vous chez le médecin, ça fonctionnait assez bien. Par contre, la difficulté, et ce qu'on se disait un petit peu en off avant, c'est avec les aidants professionnels, puisque nous, on arrivait avec une nouvelle application. L'aidant professionnel, il peut en avoir une de présence verte, une de seigneuriale, une de main de Tioker. Ça va être compliqué. Il va falloir réussir dans ces nouvelles solutions de demain à ce que nos outils numériques ils arrivent à se parler. Si le médecin, je prends l'exemple du médecin, il doit remplir 8 outils numériques pour donner une information, ça devient trop compliqué. Donc il va falloir arriver à faire des interphasages entre nos... On est tous, je pense, en maîtrise. Il y a différents portails de services. On est tous en maîtrise, effectivement, de nos propres clouds et de nos propres bouquets de services, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment d'amener, en fait, des liens, des ponts, de créer finalement, en fait, des offres hybrides qui mixeraient le meilleur des uns et des autres en faisant des ponts, en fait, digitaux. Voilà. Et justement, après, sur cette partie-là, parce que c'est vrai qu'on l'a présenté sur l'aspect Silver Economy. Donc, les Silver Economy, c'est un mot qu'on connaît tous bien, mais qui est un peu opaque pour les gens. Mais c'est vrai que c'est un peu l'univers, le marché de la Silver Economy qui se regroupe et les sociétés se regroupent. Est-ce que vous pensez, vous, que ce digital va être amené à être centralisé autour de la Silver Economy, que c'est les sociétés entre elles qui vont créer cette espèce de guichet unique auprès des seniors, parce que quel rôle vous voyez sur la Silver Economy, sur l'entraide des sociétés, sur ce groupement qui est en train de se créer là autour des sociétés qui sont issues de la Silver Economy? Pour moi, c'est un non-marché, la Silver Economy. Je ne veux pas être cassant, mais en fait, la Silver Economy, personne ne se veut estampiller Silver. Enfin, on est toujours le seigneur de quelqu'un, et en fait, c'est cette difficulté-là. C'est souvent
on est stigmatisé et personne ne veut vraiment être stigmatisé. Et donc la difficulté effectivement dans ce marché-là, si toutefois il y en a un, c'est effectivement de pouvoir s'adresser à des personnes qui ont certes des particularités à la fois de vieillissement, etc., mais ils font partie du grand marché, du marché du grand public. Oui. Voilà. Après, toutes ces sociétés effectivement qui doivent effectivement à un moment donné s'entendre mais c'est le marché qui va se faire par lui-même. Là, on voit, il y a eu plein d'initiatives et c'est la loi du marché, quoi. Il y a des choses qui n'aboutissent pas parce que justement, elles ne trouvent pas leur public. Tout à fait. Et là, ce dont on se rend compte, c'est les sociétés qui restent actuellement et qui fonctionnent, c'est celles qui arrivent à s'entendre entre elles et à trouver justement les bons canaux et la bonne mesure, quoi. Tout à fait. Ce qui peut être compliqué. Ouais. Je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné bâtir en fait un écosystème partenarial. Il faut créer des ponts. Et quand je parle de partenariat, c'est pas simplement en fait un partenariat de distribution ou un partenariat de communication. C'est plus un partenariat technologique. À un moment donné, on va créer, comme je le disais en fait, des interfaçages cloud to cloud et créer en fait des services intégrés. Ou en tout cas, aller travailler des offres vraiment beaucoup plus intégrées avec des partenaires pour proposer des services de plus en plus fins, personnalisés, j'aurais tendance à dire à la carte, et qui, in fine, et on le disait tout à l'heure, en fait, on a vécu le problème de l'interopérabilité au sein de la maison connectée. Il ne faut pas reproduire le même schéma au sein de la Silver Eco, quelque part. Et donc, effectivement, il faut faire converger les différentes solutions et proposer, en fait, aux groupes aidants familiales ou bien aux aidants familiaux, professionnels, quelque part, une application, une interface all-in-one qui permettrait d'accéder à un bouquet de services et que quelque part on retrouve à la fois en fait tout le catalogue quelque part proposé par Présence Verte, éventuellement en fait des services proposés dans le cadre de la plateforme de services Félicie des Senioriales. Arriver à mixer et à créer des ponts aussi avec toutes les startups de la Silver Tech parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de services super smart et super intelligents et je pense que des grands groupes comme nous le sommes pouvons envisager demain de fédérer cet écosystème et de mettre en avant tous les services à destination des familles. Juste pour rebondir, moi je dirais aussi que la Silver Eco, par rapport à la question initiale, elle est porteuse de beaucoup de startups avec beaucoup de solutions numériques, pas forcément en adéquation avec les besoins de nos seniors. Tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de solutions numériques qui peuvent être amenées de par ces startups-là, mais le besoin n'est pas forcément là et on voudrait les voir fonctionner, mais si le besoin n'est pas là, il ne faut pas se tromper, quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est du lambda et ça fait vraiment très bateau de dire ça, mais le besoin il vient de nos seniors et des aidants de nos seniors. S'il y a un besoin qui est repéré par nos structures qui sont au quotidien sur le terrain, c'est peut-être de là qu'il faut partir pour développer des choses avec les startups et puis nos structures à nous. Je pense qu'on est aussi dans l'innovation avec des polaires idées chacun sur nos structures. On y réfléchit déjà, mais c'est vrai que les startups poussent fort dans cette silver economy pour venir et donc on est démarché assez fréquemment par ces nouvelles solutions qui parfois sont quand même assez surprenantes aussi. Oui, tout à fait, il y a des choses surprenantes. Mais c'est intéressant, est-ce que vous pensez que ces solutions-là qui naissent et puis qui essayent de un peu pousser le marché, de changer un peu les codes, etc., est-ce que c'est ça qui va créer vraiment l'écosystème digital autour des seniors ou c'est vraiment les seniors quand ils seront prêts et quand ils auront ce besoin-là qui fera que le time to market sera bon ? Parce que est-ce qu'aujourd'hui toutes ces solutions, c'est vrai qu'il y en a des dizaines qui se créent tous les jours parce que le marché grossit et puis il y a ce besoin. Mais est-ce que ça va venir vraiment des sociétés parce qu'ils vont évangéliser un peu cette partie-là ou c'est vraiment les seniors quand ils seront prêts et le temps du marché nous dictera un peu les solutions à mettre en place? Moi, je pense que c'est un mixte des deux. En fait, à chaque fois, je vais me lancer dans une grande tirade, mais à chaque fois, j'oublie. Donc, c'est Ford, le constructeur automobile, qui disait, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, vous posiez la question avant qu'il y ait les voitures avec les moteurs atmosphériques, un conducteur de calèche, vous voudriez quoi en plus? La personne, elle vous dit 1 ou 2 ou 3 chevaux en plus. En aucun cas, il est en mesure d'imaginer qu'il peut y avoir une voiture avec un moteur atmosphérique, etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu des deux, quoi. Moi, je vois, comme tu l'as dit très justement, Présence Verte, il y a plein d'acteurs de terrain qui savent précisément quels sont les besoins d'aujourd'hui et voire même de demain, donc avec des cahiers des charges précis, etc. Donc ça, c'est bien identifié.
mais peut-être aussi à nous d'être assez ouverts pour voir arriver des solutions techno ou pas techno, hein, des innovations, et d'adapter justement l'un à l'autre, quoi. Et ça peut être aussi l'innovation à un moment donné qui nous dit tiens, ouais, ça pourrait répondre à tel besoin, mais d'une manière différente, et ça pourrait donner une nouvelle, une super innovation, quoi, qui répond à un vrai besoin, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y aura forcément dans tout cet écosystème de start-up des services qui vont effectivement émerger. Je pense que l'idée, effectivement, c'est toutefois d'être en écoute et de voir de quelle manière elles arrivent aussi à disrupter le marché, tout simplement, ne serait-ce que par le message qu'elles véhiculent. À un moment donné, en fait, effectivement, elles rajeunissent quelque part en fait, le maintien à domicile. C'est ce qu'on essaie de faire avec Autioker, mais on n'est pas les seuls à avoir cet angle vraiment axe jeunes seniors, prévention, bienveillance des familles. Il y a quelques startups qui proposent des services digitaux super intéressants, super intelligents, qui pourraient être complémentaires des nôtres. Et je pense que cet écosystème va peut-être aussi permettre de capter, d'élargir la cible des téléassisteurs quelque part et de sensibiliser, ou en tout cas d'évangéliser en avance de phase que le digital, en tout cas les solutions connectées, peuvent être complétées demain par des dispositifs pour des personnes qui sont en perte d'autonomie ou fragilisées par l'âge, un âge plus avancé, nécessiterait en fait des dispositifs de détection de chute et d'alarme. Là, on est vraiment sur plutôt le lien social, sur la prévention, la bienveillance, le confort. Et ensuite, on peut compléter effectivement ce type de solution avec les vôtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils vraiment sur détection de chute, etc., ça doit progresser. La difficulté, c'est qu'on est sur des marchés qui ne sont pas non plus conséquents. La téléassistance en France, aujourd'hui, c'est 600 000 personnes qui sont reliées avec plusieurs fournisseurs qui se partagent le marché. Des développements comme pourrait les avoir Apple avec leur montre connectée. Je prends un exemple au hasard. Les fournisseurs de la cyberéconomie n'ont pas cette force de frappe. C'est-à-dire qu'on veut bien innover, mais avec les moyens que l'on a. Et puis après, je trouve qu'il y a un angle important aussi pour rebondir sur ce qui vient de se dire, c'est très bien, on va mettre des capteurs pour faire de l'actimétrie, du suivi d'activité, mais quel est le besoin derrière ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'expérimentation qu'on avait menée sur le balisage lumineux, la nuit, le balisage lumineux au lever nocturne, il va prévenir d'une chute, parce qu'on va éviter de chercher l'interrupteur. Et effectivement, ces capteurs aussi vont nous communiquer les heures des levées nocturnes. Mais on va chercher cette information, pourquoi ? Parce que ce monsieur, il a des problèmes de levée nocturne. Mais si une fois que ça s'est réglé, on n'a plus besoin d'aller chercher ces informations-là. Oui. Je veux dire, aller récupérer de la donnée, pour aller récupérer de la donnée, il faut savoir quoi en faire et vers où aller. Parce qu'on peut connecter la maison entière, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis un autre angle de cette technologie, juste, c'est attention, les téléassistances aujourd'hui et les services auprès des personnes âgées, ça a un coût. Nous, l'abonnement, il a un certain coût. Attention à des capteurs dans toute la maison, ça a un coût. Et est-ce que nos populations pourront se payer ces services hyper connectés avec leur petite retraite ? Et voilà, donc il faut faire une espèce de mix de tout ça. C'est vrai que c'est super important ce que vous venez de dire. En fait, il n'y a que 50%, je crois, de la population en fait, qui bénéficie en fait, d'aide pour pouvoir s'équiper, même moins. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une frange de la population qui potentiellement serait en besoin de dispositifs en fait, un petit peu plus accessibles. C'est une évidence que les offres en fait, avec abonnement sont parfois, en fait, parfois rédhibitoires pour certaines familles. Et c'est en ce sens en fait, qu'on a souhaité en fait, proposer déjà en, fait, en tant que telle une application mobile, comme il n'y a pas d'intermédiaire, si je puis dire, en fait, entre les aidants familiaux et l'aidé, en ce qui concerne Autioker. On a vraiment une offre de base où on va simplement relever en fait, des informations, des signaux de vie qui s'affichent sur une application mobile et charge à la personne effectivement de détecter éventuellement des modifications de comportement. Mais cette offre, en tout cas, elle est disponible sur étagère, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas d'abonnement. On la complétera par des dispositifs, en fait, un service intelligent en fait, et des services connexes. Et tout à l'heure, en fait, on indiquait effectivement les capteurs, remontée d'informations passives ou déclaratives par le biais de l'agenda, etc. Tout ça, en fait, ça fait sens effectivement de collecter un maximum d'informations, puisqu'après on peut, mais c'est peut-être l'objet d'une autre question. On peut, non, mais je crois que tu voulais aborder le big data et l'IA, mais quelque part c'est ça. Si, on va l'aborder tout de suite parce qu'on est dedans. Justement, par rapport à ce qu'on appelle la big data, pour faire le terme générique, récolter des informations. Est-ce que vous sentez, chacun de vous, dans vos activités, vous récoltez de la data, forcément, sur les usagers.
Est-ce que vous sentez une crainte, une méfiance de cette population senior qui, elle, a été quand même a vécu toute une partie de leur vie sans ce côté big data, on est d'accord, c'était un autre contexte. Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'ils s'habituent? Est-ce qu'ils sont prêts à avoir du service en laissant plus d'infos sur eux? Est-ce que vous êtes est-ce qu'ils sont méfiants? Enfin, c'est quoi leur regard sur ça? Parce que on sait que plus on va vers des services à la carte et personnalisés, plus on a besoin de savoir un peu leur mode de vie. Donc est-ce que vous sentez que ça restera standardisé parce qu'ils ont peur, ou ils veulent aller vers le sur-mesure et quitte à laisser des infos? Aujourd'hui, en l'état, on l'a dit un peu en introduction, souvent les prescripteurs de nos abonnés, c'est les aidants qui veulent équiper et sécuriser leur senior au domicile. Et du coup, c'est vrai qu'ils aimeraient avoir de l'information sur leurs parents. Mais bon, les parents ont aussi le droit de choisir s'ils veulent qu'on récolte de l'information sur eux. Et puis aujourd'hui, le RGPD est arrivé, etc. Donc attention à ce qu'on récolte, comment on le récolte, etc. Mais c'est surtout, je raconte une petite anecdote pour qu'on comprenne tout ça, c'est qu'on met des capteurs au domicile et un jour j'ai expliqué le système à un monsieur qui était un peu âgé et du coup sa fille voulait l'équiper et il est venu me voir après quand sa fille est partie, il me dit moi ça me dérange parce que ma fille va savoir que je vois quelqu'un qui vient chez moi à la maison. Non mais en fait qu'est-ce qui fait que c'est monsieur qui décide ou c'est les dents qui décident qu'on met le système, qu'on communique ces informations à ses enfants? Ça pose des questions. Oui. Ça pose des questions sur l'intimité. Nous aujourd'hui on ne va pas sur les caméras à l'intérieur du domicile, mais il y a plein de solutions technologiques qui arrivent. Voilà, attention à bien respecter quand même le choix de notre abonné, de notre résident, de nos seniors. C'est quand même hyper important. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. C'est en tout cas une partie de la réponse. C'est sûr. Après, on a aussi d'autres anecdotes. Effectivement, on a eu l'occasion d'avoir en fait une expérimentation dans le cadre d'un Living Lab et même en fait un panel interne justement qui teste la solution au sein du groupe HVF. Et il y a à un moment donné une histoire de famille qui se crée. Et effectivement, en fait, on aborde un point qu'on ne veut pas trop aborder, le vieillissement de ses parents. C'est un petit peu le sujet tabou au sein d'une famille. Et à un moment donné, effectivement, il y a une crainte. On voit des capteurs de mouvement, ça clignote. Oui. C'est une caméra, donc effectivement, bien évidemment, les caméras, voilà, c'est presque à proscrire puisque voilà, ça ne fonctionnerait pas. Mais par contre, à partir du moment où effectivement l'application est téléchargée, qu'il y a un partage, il y a une collaboration même dans l'installation, puisque le dispositif, nous l'installons, nous en tout cas, nous le faisons installer par les familles elles-mêmes, si elles le souhaitent. C'est possible. Cette installation en mode collaboratif, à un moment donné, il y a un échange qui se crée et finalement, eh bien, la personne en posture d'être aidée, finalement, va dire à sa fille ou à son fils, eh bien, écoute, c'est bien parce que c'est toi. Et donc, il y a une inversion, en fait, quelque part de la situation. Et c'est finalement la personne aidée qui prend le pas et qui dit, puisque ça te rassure, eh bien, ok, je suis d'accord. Et c'est bien parce que c'est toi qui as les informations en direct. Voilà. Donc, c'est assez... Voilà, on s'y attendait pas forcément. Voilà, et c'est ce qui ressort, en fait, des différentes expérimentations qui se font. Mais encore une fois, parce que c'est un contact peut-être interne qui reste interne à la famille. Voilà, c'est l'information qu'on partage au sein de la famille. Juste pour finir sur le sujet, je pense qu'en fait, l'idéal, c'est d'avoir une offre, un peu comme ce que vous avez dit juste avant, une offre avec différents degrés justement d'information, de remontée d'information, et qui soit vraiment déclenchée et acceptée par le bénéficiaire lui-même, quoi. À un moment donné, effectivement, ou la première, deuxième chute, etc., peut effectivement dire, bon, d'accord, je veux bien que mes données personnelles soient envoyées auprès de mes enfants, quoi. Par exemple, une personne qui a beaucoup de levées nocturnes et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour les résoudre? Peut-être ça va être un traitement médicamenteux différent, etc. Et en captant ces informations-là de levée nocturne, on va pouvoir mesurer pour le coup si le traitement médicamenteux est efficace. Mais rien ne nous empêche derrière, pour le coup, de désinstaller ce matériel numérique lorsqu'on n'a plus besoin. C'est aussi ça, c'est pas forcément installé pour installer et laisser en place. Si on a une problématique, on installe un matériel qui est dédié et qui répond à la problématique une fois que la problématique est réglée. Et si on arrive à la régler, en espérant que ça fonctionne, souvent, je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant, le traitement médicamenteux est changé, la personne ne fait plus de levée nocturne, mais il n'y a plus de raison de laisser des capteurs éventuellement au domicile. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. En fait, nous, on essaye de produire des résidences avec des logements, on va dire, avec un équipement standard. Et cet équipement standard doit permettre de venir plugger des systèmes qui correspondent à la demande du résident.
Voilà, si à un moment donné, le résident peut rentrer dans un logement entre guillemets totalement normal, pas du tout équipé, et à un moment donné, comme je viens de dire juste avant, s'il y a une chute, deux chutes, peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre des capteurs, il faut mettre ceci, cela, et effectivement, l'appartement, il faut qu'il soit en capacité de recevoir tous ces capteurs, éviter par exemple de changer les moteurs de volets roulants, changer la serrure, et ainsi de suite. Que tout soit déjà prêt à être reçu pour justement permettre une adaptabilité du logement et que la personne elle y reste le plus longtemps possible en totale autonomie. Alors bien sûr, on parle de système domotique, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que des systèmes, on va dire, connectés. Oui, il peut y avoir aussi d'autres systèmes, ça peut être une étagère ergonomique, c'est des poignées de porte, c'est ceci, cela. Voilà. Il y a d'autres éléments qui peuvent venir se placer sur le logement. Et du coup, on est d'accord, enfin vous êtes d'accord sur la vision que ce service à la carte personnalisé, le digital va vraiment pousser ça, quoi. Aujourd'hui, vous allez pouvoir construire une offre tous les trois, un peu personnalisée avec des segmentations de population beaucoup plus fines qu'aujourd'hui dire les seniors, qui est un terme un peu... alors que beaucoup de cas de figure sont différents à l'intérieur d'une même population. Et donc c'est le digital qui va quand même vous permettre de faire ça. Complètement. Et alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu dis suivant les âges. Et en fait, non, on le sait tous. C'est pas, on a des personnes à 80 ans qui sont alors, super agiles, très bien dans leur corps, et des personnes à 65 ans qui sont déjà très fatiguées, qui ont plein de problèmes, des pathologies, etc. Donc, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même patrimoine, etc. Et c'est pas une question d'âge, voilà. Tout à fait. Et ils se sentent en plus stigmatisés, c'est-à-dire que les personnes qui sont avec une communication qui peut être des fois hors cible, parce qu'ils ont un âge qui correspond pas forcément à la réalité de leur état d'esprit ou leur conditions physiques, ils peuvent être des fois un peu déconnectés de la communication qui est standardisée aujourd'hui. La communication, c'est ce qu'on disait avant. Vous avez un besoin, il faudrait vraiment communiquer sur le besoin, quoi. Dire, voilà, tout à fait. Vous avez tel besoin, moi j'ai telle solution pour vous, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, une offre de service à la carte, ça permettra aussi de multiplier les points d'entrée, d'intérêt pour les différentes populations de seniors. Un senior qui va être totalement autonome, en fait, va peut-être tilter en découvrant une solution qui va lui permettre d'interagir facilement avec sa famille pour quelque part lutter contre l'isolement social. Même s'il ne se sent pas forcément isolé, il va trouver ça fun, effectivement, de pouvoir interagir facilement. Et puis un jour, voilà, l'évolution fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va s'inquiéter pour lui. Et voilà, petit à petit, effectivement, on peut augmenter quelque part, en fait, les différents services. Et l'évolutivité, je pense, en fait, est vraiment super importante pour aborder en fait ce marché. Après, c'est sûr que ces solutions aussi, elles vont aider à ce qu'on dit tout à l'heure, à dépoussiérer un petit peu nos images, un peu, un peu stigmatisantes. La téléassistance, pour le coup, c'est vu comme le gros pendentif que j'ai autour du cou avec un gros bouton rouge, pas très sexy. Je pense que ces solutions-là, elles vont participer à changer notre communication, à voir différemment notre métier et pour le coup. Peut-être à changer aussi ce rapport aux personnes quand, voilà, par exemple, sur un exemple, quand on se retrouve dans un salon senior où on a des personnes qui ont 60-65 ans, aujourd'hui on a des solutions en géolocalisation qui pourraient les concerner pour aller se promener, etc. Et en fait, ah oui, mais ça c'est pas pour moi. Et donc, se sentir concerné par les solutions qu'on amène tous et que la technologie va amener demain, c'est aussi changer notre façon de communiquer dessus, d'être moins stigmatisant sur ces offres et sur ces changements de vie qu'ils peuvent avoir et voilà, de trouver des axes de communication un peu différents. Et je pense que moi je connais un peu plus la téléassistance, mais par exemple sur la téléassistance dans les pays nordiques ou les pays anglo-saxons, c'est 4 ou 5 fois le nombre de personnes qu'on a en France, donc c'est aussi un discours qui peut être porté par les pouvoirs publics et différent sur voilà, ces nouveaux services dans l'avancée de l'âge, quoi. Oui. Et justement, vous, parce que je rebondis sur les pouvoirs publics, c'est quoi votre regard un peu de... Bon, Jean Castex a parlé la semaine dernière un peu d'une nouvelle loi, enfin, d'un projet qui permette vraiment de rester à domicile le plus longtemps possible, parce qu'eux ont forcément des problématiques aussi démographiques, d'offres qui permettent aussi derrière d'accueillir les personnes âgées. Donc tout un marché de subventions aussi qui va se créer, avec potentiellement MaPrimeAdapt, etc., pour adapter le logement. Comment vous voyez ça, vous, sur votre partie, par rapport à l'offre, notamment aussi digitale que vous allez faire? Est-ce que vous voyez une adaptation un peu à ce qui va se créer au terme de lui, ce qu'il appelle un guichet unique? Comment vous voyez-vous le lien avec vos sociétés opérationnelles? Est-ce que vous allez vous adapter à eux ou est-ce que les pouvoirs publics vont s'adapter aussi à l'offre? Comment vous voyez un peu
le mécanisme, est-ce que ça va quand même être un gros chamboulement? C'est difficile de répondre parce que déjà c'est des premiers prémices. Oui, voilà. Mais après, je ne sais pas, au niveau des seniors aujourd'hui, sur certains départements, ce guichet unique il est porté par le conseil départemental au titre aujourd'hui d'une liaison entre la maison du handicap et les pôles seniors aujourd'hui qui se retrouvent sur des maisons de l'autonomie qu'on appelle. Oui. Est-ce que ça sera demain le guichet unique, le point d'entrée? Mais pour le coup, c'est certaines personnes qui sont concernées plus en perte d'autonomie. Du coup, quel serait le guichet demain unique des seniors entre guillemets autonomes plus de ceux qui le sont moins? Difficile de répondre à ce futur guichet unique. Après, on s'adaptera tous, je pense, aux mises en œuvre des politiques publiques, mais difficile aujourd'hui, en tout cas, à l'état de répondre, je trouve. Je suis assez d'accord et je suis un peu sèche sur le sujet. C'est vrai que j'aurais pu. Déjà, c'est une bonne chose, effectivement, que ça bouge d'une manière globale. Et puis, j'aurais tendance aussi à saluer le travail que font certains collectifs. Et voilà, j'ai en tête le collectif Je t'aide, qui interviendra tout à l'heure aux côtés de Sébastien, voilà, qui fédère 27 associations, qui déjà, en fait, défend quelque part la cause des aidants familiaux au quotidien. Et je pense qu'ils ne sont pas étrangers à faire en sorte que les choses bougent, et en tout cas que voilà, les pouvoirs publics prennent en considération cette cause. Maintenant, en fait, j'ai du mal à imaginer en fait réellement un guichet unique qui parviendrait à fédérer tous les acteurs. Voilà. Ouais. En tout cas, qui mixerait à la fois l'associatif, le privé, ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, c'est très éclaté. Oui. Donc, c'est vrai que de l'imaginer un peu avec un fonctionnement plus unifié, c'est compliqué à percevoir. C'est vrai qu'il y avait des pistes parce qu'en téléassistance, on a des opérateurs 24/24 qui peuvent répondre. Donc, on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être une porte d'entrée jour et nuit. Tout à fait. Ça peut être intéressant de le voir sous cet angle-là. Maintenant, comment le mener? Quel travail partenarial? Quelle organisation? Quelle coordination des acteurs autour? Enfin, quel est le modèle? C'est compliqué à mesurer. Sur le papier, ça donne envie. Après, la mise en œuvre, difficile de dire. Difficile de se projeter. Il n'y a que l'État qui peut le faire. Oui. C'est à eux d'initier cette partie-là. Ouais. Tout à fait. Ok. Par rapport au digital, est-ce que vous voyez au début de la chaîne, est-ce qu'il y a beaucoup plus de clients qui viennent vers vous via les leviers du digital, ou c'est encore les anciens je ne sais pas, je connais un peu le menu du téléassistance où il y avait beaucoup de flyers à l'époque, des choses comme ça. Est-ce que maintenant c'est les seniors ou les aidants familiaux viennent vraiment par le digital, ou ça reste encore par des réseaux traditionnels? Alors le principal accès, ça reste le bouche à oreille, qui est quand même le plus fort aujourd'hui sur nos abonnés. Ça continue à fonctionner. Après, il y a tous les travailleurs sociaux, bien sûr, qui travaillent au quotidien, qui orientent avec neutralité vers la téléassistance en général. Et puis ensuite, il y a aussi des nouvelles solutions technologiques et sites internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aidant familial qui n'a pas le temps dans la journée d'appeler sur les heures d'ouverture de bureau, etc., on profite le soir pour aller sur le site internet, effectuer une demande. On va pouvoir le rappeler à ses horaires, puis peut-être qu'il n'aura pas envie qu'on le rappelle. Il y en a beaucoup qui demandent à ne communiquer que par mail, des aidants familiaux. Donc on s'est adapté à ça. Et c'est vrai que ça, c'est un changement, une évolution dans cette approche. Mais on n'en oublie pas nos vieux flyers qui continuent à continuer à exister. Effectivement, le numérique et le papier est censé disparaître, mais il y en a encore un petit peu. D'accord. Je suis assez d'accord avec cela. Nous, on a fait l'analyse, en tout cas le choix au sein de la BIO Thioker, de privilégier en fait le canal, en tout cas de commercialisation pure web. Pure web, voilà. D'accord. On va mixer aussi avec une présence au sein des groupements de pharmacie pour avoir une visibilité en local avec en fait des tiers de confiance que sont les pharmaciens qui sont plutôt orientés bien-être et santé pour pouvoir promouvoir en fait ce type d'offre de maintien à domicile. Mais le web, de notre point de vue, et on l'a vu et on le voit dans toutes les études, effectivement les internautes se seniorisent. En tout cas, en fait, quand on ne sait pas acheter quelque chose, on tape 3 mots-clés sur Internet. C'est ce qu'on nous a répondu dans le cadre des études que l'on a pu faire. Et donc, comme on a une grosse expertise en interne au sein du groupe HVF pour pouvoir également commercialiser en fait au travers des différents sites web de référence ou bien même sur Amazon. On va vraiment pousser en fait fort la solution puisque on souhaite démocratiser un dispositif
dispositif qui permet, en tout cas qui favorise le maintien à domicile et qui renforce en fait l'autonomie des seniors et surtout qui apporte soutien aux aidants. Et donc, de cette manière-là, en fait, on va, je l'espère, en tout cas, offrir vraiment une belle visibilité en fait à la solution et équiper un maximum en fait de futurs couples aidants aidés. Mais ça sera le sujet qui va suivre. Qui va suivre, voilà. Sachant que là, c'est beaucoup aussi une communication ciblée d'abord aidants qui vont le promouvoir auprès des aidés, c'est ça. Okay. Et au sein des... nous, c'est de multicanal, traditionnel, ça peut être de la PQR, du papier, flyer, etc. Donc, tout ce qui est traditionnel et après, effectivement, le numérique. Il n'y a pas encore vous voyez pas encore de changement Non, puisqu'en fait, comme je l'ai expliqué au départ de cette table ronde, on a la frontière d'un public, d'un double public, un public qui est déjà numérique, qui communiquent, qui vont sur leur smartphone, qui vont sur le net, par leur smartphone, etc., ou voire même leur ordi. Et après, vous avez ceux qui ne sont pas numériques. En revanche, vous avez les aidants pros et familiaux qui sont derrière et qui peuvent effectivement leur apporter l'info. Oui. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le senior va chercher une confirmation auprès de leurs proches pour effectivement se lancer dans un achat ou quelque chose de ce genre-là. D'accord. Ils regardent un peu les personnes les plus âgées comme ça sur votre service. Est-ce qu'ils regardent les avis clients? Est-ce qu'ils regardent un peu cette partie-là ou sur le digital ou pas du tout? C'est vraiment quand vous parlez de bouche à oreille, est-ce que c'est parce qu'ils ont vu des avis clients ou c'est juste le bouche à oreille, nous, c'est beaucoup sur le réseau de proximité, en fait, avec le voisin qui est tombé la semaine dernière et qui en a eu besoin et ça y a rendu service et ça a fait tilt à madame un tel ou monsieur un tel parce qu'il se dit, jusqu'à maintenant, il se disait que ça ne servait pas et puis comme il a vu que son voisin à côté s'y avait servi, il se dit, peut-être que ça peut m'arriver puisqu'il faut l'acceptation du service, donc du coup, c'est peut-être des éléments qui peuvent aider à ça et après, le bouche à oreille, il se fait... peut-être aussi via les solutions numériques aujourd'hui, il y a des plateformes de comparaison, comme dans tous les domaines. Donc, la téléassistance n'y échappe pas. Aujourd'hui, c'est peu nourri. Mais oui, aujourd'hui, il y a des solutions sur le web où on peut avoir des éléments de comparaison avec, après, la notion des avis. Bien. Voilà. Les avis clients, de toute façon, moi c'est toujours pareil, une ambiguïté là-dessus. Quand il y en a, c'est suspect, et quand il n'y en a pas, c'est encore plus suspect. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, quoi. C'est toujours bien d'en avoir, je pense. Et puis, voilà. D'accord. Et justement, moi, par rapport parce qu'on parlait du taux d'équipement, quand vous avez fait les études de marché, là surtout Christine qui est sur le lancement là, vraiment d'AudioCare cette semaine, je crois. Comment vous avez fait pour savoir le taux d'équipement des seniors? Est-ce que vous êtes renseigné sur le taux d'équipement aujourd'hui des seniors en termes, je ne sais pas si vous avez des notions de combien ont de téléphones aujourd'hui et à quel... On a effectivement en fait regardé cela, mais surtout en fait on s'est arrêté sur une métrique qui est en fait quelque part le marché de la téléassistance, puisque nous proposons une solution en avance de phase qui est la télébienveillance quelque part, opérée par les familles. Et on a pris cette métrique et voilà, donc en fait mon voisin a cité 600 000 en fait, bénéficiaires en fait, actuellement en France, plutôt d'âge moyen, aux alentours de 85-86, plutôt des femmes je crois. C'est ça. Voilà, plutôt beaucoup des femmes. Et donc voilà, et donc on s'est dit qu'in fine en fait on était potentiellement en capacité d'élargir en fait finalement en fait ces potentiels utilisateurs, d'arriver en avance de phase, puis d'être complétés ensuite par un dispositif de téléassistance. Et donc je pense qu'en fait c'est déjà un bon départ. Ensuite, comme on va élargir en fait les points d'entrée et multiplier en fait les services, on ne va pas seulement se contenter de faire en fait du suivi d'activité, on va également en fait proposer des dispositifs de prévention de chute et également en fait d'interaction sociale. Donc on va peut-être encore plus élargir en fait les futurs utilisateurs. D'accord. Mais effectivement, aucune certitude puisqu'on est en phase de lancement. Voilà, c'est simplement. Oui, ok. Et juste la différence entre télébienveillance et téléassistance, est-ce que vous pouvez le repréciser? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a inventé un nouveau mot, la télébienveillance ou la e-bienveillance, par et pour les familles. C'est quelque part rendre autonomes en fait les familles pour qu'elles puissent en fait opérer
quelque part un service de bienveillance à l'égard de leurs proches en direct. Et effectivement, quand elles ne peuvent plus gérer en fait la situation, ou quand effectivement on a un réel besoin d'avoir des dispositifs d'alarme que prend en main en fait l'aider directement en fait au sein du domicile, là bien évidemment on envisage de créer des ponts, ce qu'on disait tout à l'heure, avec de nombreux téléassisteurs pour laisser le choix finalement en fait aux familles d'avoir en fait une offre à la carte, et on retombe un petit peu quelque part sur nos pieds, avoir le choix de choisir les opérateurs de services qui suivront quelque part. D'accord. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il y a ce repérage de la fragilité, et encore plus ici avec le Gérontopole de Toulouse. C'est vrai que ces solutions numériques, peut-être demain, elles vont aider à ça, parce que là, on est en train de parler d'une population, en tout cas pour la téléassistance, de 80-86 ans. Les personnes repérées fragiles, c'est bien avant, et c'est peut-être des éléments d'actimétrie, de contrôle du quotidien qui vont permettre peut-être dans un premier temps à la famille de repérer une avancée dans cette fragilité, avec quelques éléments qui vont permettre de dire attention, là c'est en train de basculer sur tel ou tel sujet, et après effectivement dans un second temps la téléassistance vient quand la fragilité est trop forte et qu'on est plutôt sur la perte d'autonomie. On a besoin d'un relais aussi d'un plateau de professionnels à l'écoute en complément de la famille. La différence là, c'est que la bienveillance, c'est vraiment géré par les familles et les aidants familiaux. La téléassistance, elle est reliée 24 heures sur 24 à un plateau d'écoute qui est là formé pour répondre et pour apporter la sécurité et relier les services d'urgence si nécessaire, ou l'entourage en cas de besoin. Donc voilà, c'est ce qui est important. Je me mets juste à la place du bénéficiaire. En gros, c'est pas grave. La téléassistance, donc, c'est la personne qui déclenche. Et la télébienveillance, c'est un système donc, qui analyse au quotidien s'il y a un souci ou pas. D'accord. Voilà. Schématiquement. C'est schématiquement à l'instant T, et ça sera différent dans quelques années, puisqu'on a toute une roadmap produits et services digitaux. Mais du coup, ça va permettre de suivre plus longtemps l'utilisateur. Du coup, ça permet effectivement de suivre l'utilisateur, de voir son évolution, et en effet, de petit à petit, déjà rien que de l'accompagner avec une offre sans abonnement, d'avoir un abonnement en fait qui permettra d'avoir un système auto-apprenant pour détecter en fait des signaux faibles et lancer des alertes en fait à la famille, et ensuite de compléter avec d'autres services. En fait, c'est l'évolution de la téléassistance, puisqu'en fait, on s'est rendu compte à téléassistance, c'est-à-dire c'est le bénéficiaire qui déclenche à un moment donné quand il a un souci, il tombe, etc. Mais quand on tombe, des fois, on perd connaissance, donc on ne peut plus appuyer sur un bouton quelconque. Et donc, c'est en fait l'évolution de ce système-là avec des systèmes d'intelligence artificielle qui, à un moment donné, peut détecter une chute et envoyer un signal. D'accord. Voilà. Il y a vraiment on va dire des capteurs aujourd'hui qui existent pour détecter de la chute, qui sont équivalents avec un bracelet, un collier, avec un bouton dessus, mais avec une technologie à l'intérieur qui permet aussi de détecter les chutes. C'est intéressant, c'est les premiers... Voilà, même si la société avec laquelle on travaille, tous les téléassisteurs travaillent à la même, mais c'est intéressant, mais on a beaucoup de faux positifs encore aujourd'hui sur ces détections de chute. Donc, et chute molle. Ouais, en fait aujourd'hui c'est des détecteurs de chute brutale. Alors c'est pas joli de dire ça, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des éléments très précis technologiques pour que la chute soit détectée. Donc si la personne se retient, tout ce qui est chute molle ne seront pas détectés. C'est que ce qu'on appelle les chutes molles, ou même pas une chute, c'est-à-dire une personne qui reste à un moment donné dans son fauteuil pendant 4-5 heures, et normalement les habitudes de vie, le système sait qu'à ce moment-là elle ne se trouve pas à cet endroit-là, elle ne bouge, elle fait autre chose. Là peut envoyer effectivement une alerte, et bon, même si c'est une fausse alerte, mais dans tous les cas au moins c'est un système. Ça reste en interne, il n'y a pas de faux positifs. Très content effectivement que ce soit un faux positif. C'est exactement le propos. C'est les deux notions de l'actimétrie. C'est la première où c'est envoyé directement à la famille le quotidien des informations reliées, et la seconde partie c'est la boîte noire entre guillemets qui apprend les habitudes de vie et qui après envoie des informations d'inhabitude de vie qui peuvent être interprétées, et pour le coup la famille est alertée. Ouais. Tout à fait. On fera après les questions-réponses si vous voulez à la fin. Alors, on va finir la table ronde jusqu'à 15h. Je la connais. Juste pour finir donc, sur la question qui est à l'origine de toutes ces réponses. Donc en gros, le taux d'équipement des seniors, nous on a fait pas mal d'études là-dessus, puisqu'en fait on a lancé une appli pour nos résidents. On est effectivement sur un taux très bas, plouf. On est sur un taux qui peut paraître des fois important, donc c'est du déclaratif. Oui, j'ai un smartphone, oui, j'ai un ordi, etc.
Et quand on gratte un petit peu, qu'on creuse un peu plus, qu'on fait des enquêtes quali, on se rend compte que des fois le téléphone il est au fond du placard, etc., où ils s'en servent pas, où ils savent pas s'en servir, où ils ont oublié le mot de passe, etc. Donc entre le déclaratif, que ce soit des résidents, des familles, des aidants, etc., et la vraie vie, il y a souvent un décalage, quoi. Oui, tout à fait. Et justement, par rapport au décalage, un sujet que je voulais aborder aussi, c'est aujourd'hui dans les produits et services nous au quotidien, on a beaucoup de seniors qui sont plutôt dans des zones rurales. Et il y a un vrai décalage aujourd'hui, l'offre de produits et services dans les zones rurales et urbaines. Donc ils n'ont pas accès à... Le maintien à domicile n'est pas géré du tout de la même façon. C'est beaucoup plus compliqué dans les zones rurales parce que voilà, économiquement, même pour les sociétés, c'est plus dur à y aller. Enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce que le digital va permettre de casser un peu cette dynamique qui est négative quand même, ou est-ce que ça va encore accentuer la fracture, parce que la fracture numérique peut être liée aussi avec voilà, les catégories socio-professionnelles qui sont peut-être un peu plus faibles en zone rurale. Enfin, comment vous voyez les choses, et notamment peut-être au niveau de l'assistance, que c'est plus dur d'aller équiper des personnes au fin fond de... Alors aujourd'hui, la seule limite technologique qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être les équipements qui sont mis à disposition par les opérateurs. La couverture mobile, mais... Les zones grises. Ouais, ou blanches. Ou blanches. Complète, ça peut être, il y en a encore quelques-unes. Alors c'est vrai qu'on a l'expérimentation de quelque chose d'intéressant, c'est que il y a 2 ans et demi, on a remporté un marché sur le département du Lot, qui est un département quand même bien rural. Et on déploie la téléassistance là-bas. Et au départ, quand on a répondu au marché, on se disait, tiens, est-ce qu'on va pouvoir mettre un maximum de solutions avec des cartes SIM à l'intérieur 3G? Il y avait un doute, on se disait que ça sera peut-être d'ordre de 60-70%. Aujourd'hui, on est à 93% de personnes équipées d'une solution avec une carte SIM. Ça veut dire que sur un département comme le Lot, on a 7% potentiellement de zones blanches ou grises. Donc ça veut dire que c'est encourageant, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'atteindre en tout cas les zones d'habitation, parce qu'après il y a les zones blanches en forêt, et ça c'est encore autre chose, mais déjà du moins les zones habitées, on n'est pas loin du compte, et je pense que les opérateurs s'y sont engagés, on verra bien ce que ça dit, mais c'est vrai que dans nos déploiements de nouvelles technologies, aujourd'hui on travaille beaucoup avec les opérateurs, enfin, on s'appuie sur des cartes SIM mobiles, multi-opérateurs. D'égaler 4G en fait, voilà. avec des cartes SIM multi-opérateurs. Donc c'est important que cette couverture soit là, parce que, comme vous le dites, pour avoir une égalité de traitement entre le milieu rural et le milieu, voilà, la ville. Nous, à l'origine, on vient du milieu rural, puisqu'il y a 35 ans, ça a été créé pour justement rompre l'isolement en milieu rural. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, l'isolement, il est peut-être plus fort en ville qu'en milieu rural, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut essayer d'arriver à répondre de la même des façons en ville et à la campagne. Bien sûr, ouais. La solution, pareil, qui dit solution digitale connectée dit connectivité opérateur, parce qu'à un moment donné, il faut que tout remonte sur une plateforme. Donc voilà, donc effectivement, la solution, c'est un galet 4G, exactement ce que vous faites. Et par anticipation, nous sommes déjà en train de travailler avec le Lab Orange 5G en fait, pour intégrer directement en fait, une connectivité dans nos futurs passerelle en fait qui collecte les mouvements, en tout cas les données d'actimétrie. Mais c'est vrai que voilà, il faut penser à toutes les situations. Si, vous en faites pas, il y a la technique derrière, tout va bien, on est en relation avec la technique, tout va bien, vous en faites pas. Vous ne m'entendez pas, excusez-moi. Je ne parle pas assez fort. Vous pouvez vous approcher plus près en plus. Voilà. La première solution, c'est... On va tâcher de parler un peu plus fort. Désolée. Vous parlez de Serenity, on a des appareils auditifs, mais qui ne se voient pas. Je ne voudrais pas vous offenser. Non mais j'en ai moi. Non, mais voilà. la question, j'entends parfaitement bien et je vois très bien. D'accord. Donc c'est pas la question. D'accord. Ok, très bien. Donc je monte le volume. Donc en fait, je disais que Vous mes... êtes loin du micro. Non, mais sincèrement, Non, je non, peux mais le le micro, laisser ça là, va. en fait. Voilà. On travaille avec la régie. Mais La bon. technique nous a confirmé que c'était bon. Et donc juste pour finir sur le sujet, oui. En fait, juste pour finir sur le sujet, je pense que la Covid et le fait d'avoir été confinés nous a tous mis en situation, comme si on était tous effectivement en milieu rural, finalement cet isolement, et on s'est rendu compte l'importance effectivement que le numérique pouvait avoir pour justement garder le lien, alors qu'il soit médical, que ce soit avec les administrations et autres.
Et je trouve ça vraiment, ça a été un bon moment de test. Tout à fait, ouais. De se rendre compte de cette utilité, quoi. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, lors de la crise sanitaire, le digital a été surtout utilisé pour rompre l'isolement? Parce que c'était vraiment ça le problème. Est-ce que vous l'utilisez aussi, cette partie-là, sur la partie isolement dans le digital, pour réussir à rompre cet isolement? Ou est-ce que vous intégrez vraiment cette brique isolement parce que vous, c'est beaucoup sécuritaire et service. Est-ce que cette partie isolement, elle est forte chez les utilisateurs aujourd'hui, avec un besoin de casser voilà, cet isolement qu'ils peuvent avoir au quotidien? Moi, je ne parlerai pas d'isolement en fait, en ce qui me concerne. On est plutôt, voilà, encore une fois, face à des seniors un petit peu plus jeunes. Je parlerai plutôt en fait de lien social. De lien, voilà, c'est important effectivement de garder ce lien avec son entourage. C'est important de ne pas être rebuté par l'usage d'un téléphone portable, d'une tablette, etc. Donc, tant qu'on peut simplifier en fait à outrance quelque part en fait les possibilités que tout à chacun aurait de communiquer au quotidien, voilà, c'est parfait. Voilà, je pense que et nous l'intégrons en fait. Oui, c'est intégré dans l'offre. Ouais, mais ça fait le lien avec l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, le cadre numérique avec les petits enfants qui sont à 600 km, qui peuvent envoyer une photo de la famille en temps réel qui apparaît sur l'écran. Ça pourrait paraître pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ils ne sont pas sur place, ça peut permettre de rompre cet isolement, en tout cas de faire du lien social. Ça n'en empêche pas qu'il faut qu'on aille de façon physique chez nos abonnés. On l'a bien repéré justement avec le confinement. Ils étaient tellement contents de nous venir les voir en physique, oui, lorsqu'ils ne voyaient plus personne, que les technologies, c'est une des parties de la réponse. Notre proximité de notre réseau au quotidien, dans les milieux ruraux ou en ville, c'est indispensable. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, on fait place forte à l'humain dans nos services. Les technologies sont un appui à tout ça, oui, mais elles ne doivent pas remplacer nos capacités humaines à intervenir chez les gens. Oui, parce que c'est vrai qu'on a des fois tendance à penser que le digital peut renforcer le lien, mais des fois il peut aussi écarter, parce qu'il peut créer moins de liens sociaux justement, parce qu'on utilise beaucoup les... Voilà. C'est très complémentaire. Tout à fait. L'exemple est parfait. Les petits-enfants à 600 km ou à l'étranger, ça marche très bien, quoi. C'est un vrai besoin. Non, mais c'est vrai que dans des exemples, j'en avais un ce week-end, parce qu'on a eu la personne en ligne, elle me disait c'est super, j'ai pu participer à l'accueil des champignons de mon fils, parce qu'il a envoyé en direct sur la tablette ce qu'il avait ramassé. Elle était intégrée dans cette partie un peu en temps réel, quoi. Ouais. Et pour le coup, elle a eu l'impression de faire partie de ce moment-là. Maintenant, voilà, je pense qu'elle est contente quand son fils il vient sonner à la porte aussi et qu'il vient la voir physiquement. Sûr, ça remplace pas. Et voilà, ils partageaient l'omelette aux champignons ensemble, exactement, tout à fait. Ok, et peut-être la dernière question pour finir, qui va être un peu plus large, mais quelles sont les dernières tendances que vous avez mis, ou les derniers essais que vous avez mis en place en matière de digital, les innovations que vous avez mis en place? On en parlait tout à l'heure au repas, les robots, etc. Est-ce que vous avez ou ce que vous avez mis en place, testé, ou ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être Christine, après dans les évolutions plus tard, sur le digital de demain, d'aujourd'hui et de demain, peut-être il y a 5 ans, donc on s'est piqué, on s'est dit tiens, il y a peut-être un truc à faire avec la robotique de service. Donc on a investi, donc on a créé un projet, on a acheté donc un Pepper. Donc c'est un petit robot qui ressemble à un petit enfant avec une tablette sur le buste. Donc c'était très intéressant. Donc on a développé une appli avec une start-up spécialisée justement dans l'interaction homme-machine. Donc c'était très intéressant, mais 5 ans après, on s'est rendu compte que, à ce qu'on vient de dire à l'instant, rien ne remplacera effectivement le contact humain, puisqu'en fait ces robots, on pensait les mettre soit à l'accueil de nos résidences, soit sur la partie animation, pour justement permettre à nos équipes de faire plus du qualitatif en termes de relations. Par exemple, une journée, au lieu de dire attention, passage cet après-midi d'un technicien dans votre logement, etc., vous le répétez 70 ou 90 ou 100 fois par jour à tous les résidents, c'est pas super. Peut-être mais plus de temps à gagner à faire autre chose.
ou à converser avec une personne, à rentrer dans les détails, etc. Et donc on s'était dit, ça va être, tout le monde va s'y retrouver. Et au final, on s'est rendu compte que non, c'était pas intéressant. C'est excessivement encore cher. Ouais. En plus, l'appli, il faut absolument toujours mettre des nouveautés à l'intérieur, donc ça nécessite aussi, c'est assez chronophage. Beaucoup de maintenance, ouais. Voilà, tout à fait. Et après, effectivement ces conversations anodines, par exemple, attention, passage d'un technicien cet après-midi, derrière, s'enchaîne sur une autre conversation, etc. Donc, au final, c'était très bien, très intéressant. On a poussé le truc assez loin, on a fait plein de tests sur le terrain. Et on ne va pas rester là-dessus. Mais bon, il fallait le faire. Oui, il fallait le faire. Voilà, on en parle pour voir si ça avait une valeur ajoutée. Et au final, on s'est rendu compte que non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin n'est pas encore là. Oui, et puis l'homme restera l'homme. Je pense que de converser avec une machine, ça c'est limite, quoi. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, a encore des limites. Et Christine, vous sur l'application, est-ce que vous avez déjà une idée un peu des futures briques que vous pourrez mettre dedans, un peu d'innovation digitale? En fait, on souhaiterait véritablement embarquer les personnes, aider dans quelque part le suivi d'activité et faire en sorte qu'elles soient elles-mêmes aussi proactives. Donc on a prévu on a en développement en interne toute une gamme de produits qui arriveront fin 2022, début 2023. D'accord. Donc des chemins lumineux, autonomes et intelligents, dont des prises rehaussées, ergonomiques, stations de recharge, etc., qui sont là pour le coup le cœur métier historique d'HBF. Et encore une fois, on en reparlera tout à l'heure. Donc on a pas mal de solutions. On souhaiterait également poursuivre notre travail et enrichir le retraitement des informations de suivi d'activité et intégrer des dimensions de suivi de l'état d'esprit de la personne aidée en fonction des mots qu'elle emploie, de l'analyse des sentiments, etc. Et d'associer également du déclaratif sur la base de partage d'informations que le groupe aidant pourrait positionner. Donc c'est un savant mix de tout cela que nous allons faire. D'accord. Et vous, Thibaut, par rapport à la solution de téléassistance, Il y a plusieurs axes de progression. Il y a la partie, on va dire, techno, où on essaye de trouver des solutions, des nouveaux capteurs connectés, des nouvelles solutions de détection de chute, pour répondre au mieux à la sécurité du domicile dans notre cœur de métier. Et puis après, on en a un peu parlé en introduction, toute la partie aussi interfaçage avec d'autres applicatifs, d'autres métiers, d'autres partenaires pour qu'on puisse faire de la liaison avec d'autres, qu'on ne fasse pas tout seul dans notre coin et qu'on puisse s'ouvrir. Et puis effectivement, aujourd'hui, le matériel, c'est du physique, c'est un transmetteur avec un déclencheur. Demain, ça sera une application mobile. Tout ça, ça évolue. Mais pour le moment, ça évolue, comme je le disais depuis tout à l'heure, petit à petit. Les 120 000 abonnés que l'on a sur la France aujourd'hui, la majorité, les 99%, ça reste des solutions basiques. Et on essaie de faire améliorer ça aussi encore. Il ne faut pas oublier les solutions qui servent au maximum de nos abonnés et toujours continuer à chercher avec le pôle R&D que l'on a au niveau du national. Il y a un gros pôle R&D. En fait, la structure nationale de présence verte a un pôle R&D qui est toujours dans la recherche de nouvelles solutions. On teste beaucoup, on ne garde pas beaucoup de choses. Mais le but, c'est de tester. Et comme il disait tout à l'heure, la solution du robot, c'était bien de l'avoir essayé et de se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et puis après, si ça ne marche pas, on cherche une nouvelle solution. Tout à fait. Merci à tous les trois, parce que la table ronde va se terminer. On va laisser la place après à Sébastien, qui va parler du dispositif aussi Je t'aide, je crois, c'est l'association. Donc merci à tous les trois. Merci. Et puis à bientôt.